Mais j'ai vraiment perçu que la dégustation géosensorielle, ce ne sont pas que des mots. C'est vraiment, on apporte une dimension au vin. On est dans du multidimensionnel. Enfin, c'est comme ça l'image que j'ai. Tout d'un coup, avant c'était une feuille plate. Maintenant, c'est un cube. Tu vois, c'est quelque Ouais, chose ouais, ouais. qui prend du volume, quoi. Oui. C'est prendre le vin sous tous ses angles. Ouais, 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 c'est ça. Essayer de comprendre toutes les facettes et Ouais. ouais. Ben oui, Donc c'est bien dit. toi, ton apport, l'idée, c'est que tu m'expliques un peu ton histoire personnelle avec la dégustation géosensorielle Mhm, et comment tu l'utilises aujourd'hui. mhm. Est-ce que tu penses que tu aurais des choses à encore approfondir sur ces sujets-là? Voilà. Voilà, juste que tu me fasses part de ton expérience Ouais, ouais. professionnelle et puis personnelle. Et puis s'il nous reste un peu de temps, voir déguster un vin, Bien sûr. recueillir un de tes commentaires de dégustation. Bien sûr, plus qu'un. Voilà. Mais oui, bah oui, on peut commencer par la partie historique, un peu le parcours. Bah, c'est vrai qu'on était parti. Bon, j'ai bossé un peu avec mes parents depuis toujours, etc. Et on partait d'une situation où on vendait quand même un bon tiers de la production en vrac. L'objectif pour nous, bah, c'était de commercialiser le tout et de le valoriser bien, parce qu'on voulait passer en bio, diminuer le rendement, essayer de faire un travail plus précis à la vigne. Et bien sûr, ça nécessite une valorisation. En vendant en vrac, c'est de toute façon pas possible, et même en bouteille, il fallait que ce soit bien valorisé. Et, euh, et finalement, on a vu ça comme un tout. Parce que d'un côté, le fait de faire un travail plus complexe, plus précis, permettait de le valoriser, et le fait de le valoriser permettait de faire ce travail aussi, quoi. Et c'est toujours un peu le problème, par quoi commencer. Et puis, comme j'ai tendance à être un peu idéaliste et à tenir à mes idées, on a commencé par les deux en même temps, et, et voilà, on y allait à fond. Et c'est vrai on a tout de suite compris que la valorisation des vins, ça passait avant tout par l'identité. Et c'est cette grosse nuance qui finalement résume énormément l'évolution du monde du vin aujourd'hui et les différences de types de dégustation. C'est entre la question de la qualité et la question de l'identité. Et de manière générale, les vins d'Alsace, ou toute production industrielle d'ailleurs, dans le monde entier, se focalise sur la qualité. Et cette question de qualité, finalement, à laquelle voilà, le vignoble alsacien aspire, relie beaucoup plus à des valeurs industrielles, compétitives, etc., que artisanales. Et c'est vrai que ça renvoie plus. La production de vin à large échelle ou de n'importe quel produit. Finalement, ils ont un cahier des charges, voilà, qui savent faire quelque chose qui qualitativement est absolument irréprochable, quoi. Mais le problème, c'est que la qualité, du coup, elle est faite à large échelle et partout, et ça rime pas du tout avec valorisation, mais ça rime au contraire avec compétitivité. Et du coup, on a très vite compris que il fallait au contraire aller plutôt vers l'identité que simplement la notion de qualité. Et c'est d'autant plus valable en Alsace qu'on a le potentiel pour. Puisque quand on regarde la diversité géologique, la diversité humaine, la taille des structures, la taille de la région en elle-même finalement, qui elle-même pourrait être une niche au niveau mondial. On parle toujours des marchés, il faut être sur les marchés, produire pour les marchés, machin. Alors quand la taille de la région, si tu prends un tout petit peu de recul à l'échelle mondiale, alors chacun veut être le plus grand, vendre plus de millions de bouteilles, mais si tu regardes à l'échelle mondiale, c'est zéro absolu, quoi. C'est même pas 0,0 machin, c'est rien, quoi. Ça n'existe pas. Donc l'Alsace pourrait d'elle-même être une niche, quoi. Et après, c'est aussi les valeurs historiques. Quand tu essayes de retrouver notre personnalité profonde, tu recherches un petit peu historiquement. Très clairement, c'était toujours la valorisation de cette diversité, quoi. Et c'est valable pour les vins, mais c'est valable aussi humainement pour la région alsacienne de manière globale. Tout ça est lié finalement, beaucoup plus qu'on ne le pense, ou on l'a peut-être oublié, mais très c'est clairement. présent, mais c'est là, quoi. Voilà, et donc on lit des textes de 1500 où ils sont capables de dire le vin de Nambar est fin, le vin de Bergheim est puissant, le vin de Ribeauvillé est vif, le vin de Rigvir se garde longtemps, etc., etc.
Et là, ça résonne, quoi. On se dit, bah voilà, c'est vrai qu'à l'époque, je dis pas que tout était beau ou tout était bien à l'époque, hein, mais au moins ils avaient compris, ils avaient une identité, ils savaient l'expliquer, ils savaient la reconnaître, ils savaient la valoriser aussi, quoi. Et quelque part, voilà, ça donne envie un peu de revenir aux sources et de revenir à ça, quoi. On se dit que les 50 ou 70 dernières années étaient plutôt une parenthèse, quelque part, puisque quand on voit sur... tu peux trouver des textes de 1400 à 1800 qui, globalement, expliquent pas la même chose, mais en tout cas... savent reconnaître ses personnalités, ses diversités, etc. Et on l'a oublié de manière quand même assez récente, quoi. Et même donc, très récente, c'est quand même impressionnant de voir en aussi peu de temps une espèce de vague comme ça qui a tout en né avec elle. Très clairement, hein. Qui a été tellement puissante et finalement, en assez peu d'années, on en est arrivé à quasiment tout oublier, quoi. Parce qu'aujourd'hui, tu demandes à n'importe quel vigneron quel est le style des vins de Ribeauvillé, de Berghem et de Dambach, il n'est pas capable de te le dire, alors que les gars, en 1500, ils te l'écrivaient dans un bouquin, quoi. C'est quand même hallucinant, la perte qu'on a pu avoir dans tout ça, c'est complètement fou, quoi. Donc ça, c'est des choses qui sont venues alimenter la réflexion, hein, mais c'est vrai que celle de base, c'était voilà, mes parents étaient quand même plutôt dans l'optique, alors c'était pas en bio et tout ça, mais ils y travaillaient quand même sur des petits rendements, ils étaient toujours passionnés par le Frankenstein, ils avaient été dans les créateurs de l'appellation communale, etc. Donc ils avaient cette volonté de valoriser les lieux, et on a compris que c'était une voie pour se faire plaisir dans ce qu'on fait au niveau du travail de vigne et pour permettre de le valoriser. Et petit à petit, après, on l'a encore plus intellectualisé, on va dire. Hein. Au début, c'était plutôt intuitif. Et après, on a commencé à comprendre comment ça s'inscrivait dans l'histoire de la région, comment ça se comprenait, comment ça s'expliquait, etc. Et c'est là qu'on a trouvé l'écho avec tout ce que Jean-Michel racontait, quoi. Hein. C'est très clairement. Au début, on avait du mal à suivre son discours, hein. Mais après, quand tu goûtes, tu réfléchis, tu regardes, tu dis, en fait, il y a des trucs, effectivement, ça, il l'avait dit. Et voilà, c'est pas un discours, quoi. On le sent, on le goûte, on le voit, on le sent au quotidien, dans les vignes, en goûtant les vins. Tu vas goûter un vin, je sais pas où, en Italie, en Géorgie, boum, ça, tu l'as aussi. Et au bout d'un moment, voilà. Il faut se rendre à l'évidence, on était depuis 50 ans, 70 ans sur une fausse piste, sur une parenthèse, et il y a beaucoup d'autres choses à voir aujourd'hui, quoi. Et donc voilà, c'est comme ça qu'on a un peu commencé à creuser toutes ces questions-là, quoi. Et bon, j'étais toujours très impliqué dans la vie collective du vignoble, hein, et c'est vrai que pour le fait que je sois allé à l'UGV, c'était vraiment ça, c'était cette vision. Parce que tu étais présent dès le départ, hein, ouais, j'étais dans les membres fondateurs et depuis longtemps dans la vie collective du vignoble, Saint-Vira, ici et ça, et donc c'était vraiment cette volonté de faire avancer l'idée du grand vin par la voie culturelle et changer la façon de voir les vins par la voie culturelle et non par la voie politique, quoi. Et donc c'est pour ça que l'UGV m'a intéressé, d'une part, et puis d'autre part, le fond du propos sur ces histoires de dégustation géosensorielle, c'est quelque chose qu'on ressentait dans nos besoins, dans nos dégustations, dans nos expressions de vin. Donc c'est vrai que c'était deux bonnes raisons, quoi. Une raison collective pour faire avancer la région et une raison plus perso, parce que ça trouvait résonance et que j'avais envie de comprendre mieux ça, de développer, de creuser avec tout ce qu'on cherchait à voir, quoi. Et donc c'est vrai que finalement, parmi les choses les plus flagrantes par rapport à cette notion collective, puisque je pense que là, cette dégustation géosensorielle, ça paraît, on en parlera un peu plus tard, ça permet peut-être de mieux valoriser ces vins et de mieux faire comprendre ces vins personnellement, mais ça permet surtout de beaucoup mieux travailler collectivement sur un terroir. Et ça, c'est un point qui est extrêmement important, parce que finalement, si tu goûtes les Frankenstein, la série des 25 producteurs de Frankenstein, de manière classique, dans les dégustations comme on fait toujours de village, tu vas dire celui-là il a un peu plus de sucre, il est pas typique. Celui-là il y a un truc barrique et tout, ça fait pas très Frankenstein, c'est le seul à être barrique, c'est pas très Frankenstein. L'autre il a un peu de truc, un peu trouble, machin, nature, c'est pas les mêmes arômes, tout ça, c'est pas Frankenstein non plus, c'est fermentaire, ces trucs. L'autre, il est serré, il est déjà filtré, sulfité, on est en avril, c'est pas très... Et finalement, ça met en avant plutôt ces dégustations aromatiques de manière très claire, ça met en avant le mode de vinif d'une part, et le cépage d'autre part, quoi.
mais ça parle absolument pas du terroir. Et donc, comment collectivement se rassembler autour d'une notion de terroir ou d'une identité de terroir, c'est pas possible, parce que ce qu'on cherche dans la dégustation aromatique, ou plutôt ce qu'on est capable d'analyser par rapport à ces dégustations aromatiques, c'est plutôt la notion de mode de vinification, et donc finalement on comprend plutôt les personnes ou les styles de vinif que le terroir qu'il y a derrière, quoi. Et je pense que les deux peuvent coexister dans un vin. Il y a le fond et la forme. La forme, c'est le style de vinif et donc la partie aromatique et la dégustation aromatique. Et le fond, c'est la structure du vin et notamment sa texture et donc la dégustation tactile et géosensorielle. Et donc, on travaillait sur ce dossier d'appellation communale. Et donc, on avait fait une petite réunion entre les collègues du village pour ces histoires d'appellation communale. Bon, ça fait 30 ans que le dossier est en cours. Je pense qu'il sera encore 30 ans, enfin bref. Et du coup, le thème, comme d'habitude, c'est qu'est-ce qu'on va présenter à leur dégustation là-bas en termes de cépage, quoi. Ils font choisir 2 maxi, peut-être 3. Ça fait des années, alors celui qui a la parcelle d'Auxerrois, il fait l'Auxerrois, celui qui a la parcelle de Riesling, machin, bon. Et donc, on a fait toute une série, on a dit, chacun mène des vins et on goûte et on regarde ce qui est représentatif, quoi. Donc, on a classé, on a goûté d'abord les Sylvaner, après les trucs, les Riesling, à la fin, les Gewürz, c'est le plus sucré, les rouges et tout machin. Donc, on goûte classique et, comme d'habitude, là, celui-là, il est un peu sucré, celui-là, il a un peu de trucs, machin, bon. Puis au goût, on dit, ils ont quand même... depuis le début, là-bas, ils veulent nous pousser à faire juste le Riesling, quoi. Donc on dit, c'est vrai que le Riesling, c'est quand même... il représente quand même bien la minéralité et tout ça, c'est quand même pas mal. Et puis ça, c'est trop sec, ça, c'est trop sucré, c'est machin, comme d'habitude. Personne d'accord et tout ça. Et à la fin, je leur ai dit, non, on fait un truc, vous mettez les chaussettes sur toutes les bouteilles, vous les mélangez complets. On les mélange de A jusqu'à Z, on s'en fout, la vendange tardive, le Sylvaner, tout. Tu fais le mélange le plus complet. Et à côté de ça, on prend 6 bouteilles de vin de Trenheim, qu'on le mélange aussi, boum, 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 et on goûte la série comme ça, sans savoir ce que c'est ni rien. Et à la fin de la série, des trucs. Et là, on commençait à y voir clair, parce que de cette manière-là, on goûtait plus, est-ce que c'est typique du cépage, est-ce que c'est typique du vigneron, est-ce que c'est machin, on goûtait en vin noir. Et là, on commençait à ressentir les structures, et c'est ce jour-là que les gens ont compris qu'est-ce que c'est le vin de Dambar-la-Ville. Parce que là, à la fin, c'était évident sur tous les vins. Il y avait cette trame, il y avait l'acidité qui était droite, qui était verticale, qui était sur le centre de la langue, il y avait le côté cristallin. Et d'un coup, tu avais un truc qui couvrait toute la langue. Et là, tu étais à Trenheim. C'est génial, hein. Non, mais c'est génial. Et du coup, on les a classés en fonction du sucre c'est pour ça, quand je dis c'est pas du discours, c'est du machin, c'est dans la même soirée avec tout un troupe, tu sais, le village gaulois qui se tape sur la tête et machin, et chacun qui défend son pinot gris parce qu'il a la parcelle de pinot gris, l'autre qui aime bien vinifier sucré, donc il dit mais non, c'est pas grave, il y a quand même la fraîcheur, machin et tout. Et à la fin, tu vois, on goûte le truc. Et la seule chose, c'est qu'on s'est dit, c'est vrai qu'après, ça va être dur à faire passer à là-bas parce que les 4-5 vins qui goûtaient vraiment le mieux sur cette acidité droite et rectiligne, c'était quand même des Riesling, quoi. Et à la fin, on sort les chaussettes et en fait, sur les 5 Riesling, il y avait 2 Sylvaner et un Auxerrois, quoi. Ah ouais. Sur les 5 qu'on imaginait être du Riesling. Du Riesling, ouais. Et ce jour-là, on a compris collectivement qu'est-ce que c'était le vin de Dambar-la-Ville. Et quel a été le retour des vignerons qui étaient présents ? Tout le monde. Alors bon, il y a pas tout le monde forcément, mais c'était une révélation, quoi. Parce que je pense que les gens aujourd'hui parlent différemment de ce que c'est un vin de Dambar-la-Ville. Les gens ont compris. Ils te disent plus c'est un pinot gris qui est un peu moins sucré que les autres. Ils sont capables de décrire l'acidité aérienne, le côté ciselé, élégant, la salinité un peu angulaire, un peu cristalline, etc. Ils sont capables un peu mieux de définir un vin de Dambar, quoi. Mais au moins, c'était vraiment une expérience collective pour montrer que pour comprendre l'âme d'un endroit et l'identité d'un endroit, il n'y a pas photo, c'est par là que ça passe, quoi. Donc ça, c'est vrai que c'est la première chose. J'en parle même avant, nous, comment on l'utilise, nous, perso, pour vendre nos vins, parce que je trouve que ça, c'est une chose qui est extrêmement importante pour une région ou pour des villages ou pour des gens qui bossent ensemble sur un lieu, même si on n'est que 2-3, pour respecter les styles de chacun, pour faire le lien entre ce fait de respecter le style du vigneron, mais retranscrire en même temps le fond du terroir et la trame commune, quoi. Et la trame commune, ça se passe par le tas de styles et par la structure, et les différences, ça se passe par l'aromatique et le taux de sucre, le taux de machin, ou tout ce que tu veux, les analyses, toutes ces conneries-là. Et voilà, donc c'est l'exemple pratique.
Et est-ce que vous faites le lien parce que, ce que Stéphane de Renoncourt a mis en exergue, des choses qu'on n'avait pas vraiment abordées jusque-là, parce qu'on était vraiment concentré sur l'aspect tactile pur, c'est le comportement du cépage et la trame aromatique caractéristique du terroir. Ouais. Donc ça, c'est quelque chose aussi que vous avez identifié ou... Alors, on a travaillé avant de connaître aussi bien les dégustations géosensorielles, etc. On avait travaillé un petit peu sur les marqueurs aromatiques aussi. D'accord. Mais c'est vrai que finalement, on fonctionnait quand même par cépage aussi. Okay. Parce qu'on a du mal à trouver une trame aromatique commune sur le Frankenstein entre un Gewürz et un Riesling, malgré tout. Ouais. Bah, on peut différencier un Riesling du Frankenstein par rapport à un autre Riesling, mais trouver une aromatique commune entre les différents cépages du Frankenstein, compliqué. Ça marche plus sur d'autres terroirs qui sont plus marquants et plus puissants. C'est pas pour rien aussi que Jean-Michel fonctionne comme ça, hein, sur des terroirs comme le Chenambourg que tu fais mûrir jusqu'au bout du bout, sinon c'est pas mûr, etc. Tu harmonises aussi les choses entre les différents cépages et c'est des terroirs qui prennent le dessus sur les Kasselberg à Andelot, des choses comme ça. On a un terroir comme ça aussi, le Bungertal à Notalten, je pourrais te faire goûter. On l'a goûté l'autre soir, je sais pas si tu étais encore là. Ça, c'est un truc tu prends le dessus sur les cépages, quoi. Mais c'est pas le cas du Frankenstein, par exemple, ou de Namberlaville, où ça marque, mais tu arrives quand même à reconnaître le cépage et tu as une aromatique propre, quoi. Donc l'identité chez nous, elle passe quand même très très peu par la partie aromatique. La seule chose qui était relativement transversale, on avait fait un peu le test avec David Lefebvre aussi, on l'avait invité pour essayer de travailler un peu sur les perceptions des vins, et on trouvait quand même que revenait, quel que soit le cépage, le millésime, etc., un côté mentholé. Mais finalement, on remarque que ces notions, personne n'a parlé d'arôme de menthe, mais tout le monde parlait d'un côté mentholé. Et donc finalement, si tu analyses le truc, on parle plus tellement d'un arôme, mais plutôt de cet effet de fraîcheur qui revient comme ça, et qui est typique des granites aussi. Et donc finalement, on est même la seule trame aromatique qu'on avait vraiment trouvée, elle est pas tellement aromatique, on parlait plutôt du fonctionnement du vin, quoi. Ce retour de fraîcheur en fin de bouche que tu as, quel que soit le cépage, etc. Et David avait expliqué que c'est vraiment une certaine gamme de minéraux reliés à une certaine acidité qui amène cet effet un peu mentholé, effet fraîcheur, etc. Et donc au final, on est vraiment disons, quand on va au bout pour chercher vraiment la trame commune, on parle plus d'arôme, quoi. Et vous, comment vous fonctionnez alors ici au domaine avec vos clients? Ouais, alors nous c'est encore un petit peu plus spécifique parce que on a ces notions, donc on travaille sur six lieux différents qu'on identifie, qu'on travaille maintenant chacun en assemblage, plus des monocépages sur 2 d'entre eux. Et donc on avait toujours cette notion de pédagogie, comment expliquer la différence entre ces différents lieux aux gens, etc. Mais il y a une autre chose aussi qui se greffe là-dessus, c'est le fait qu'on ait travaillé en vin nature. Alors ça, d'un côté, c'est quelque part l'aboutissement de l'idée où comment dire, en tant que producteur, on recherche plutôt le fond et la structure du vin que l'aromatique. C'est-à-dire, c'est un mode de culture où tu vas perdre un peu ces arômes primaires, tu vas plus reconnaître le côté floral du Riesling, le côté etc., etc. Mais par contre, où tu vas beaucoup plus faire ressortir justement ces notions de salinité, de structure et de texture. Donc, d'un point de vue production, ça nous amène plus vers ça. Donc ça, c'est d'après toi l'aboutissement... ça pourrait être l'aboutissement de cet outil de dégustation géosensorielle. Alors, rien à voir. Non, c'est une question que je pose. Pas forcément, mais ça a un intérêt supplémentaire, disons, parce que on n'est pas dans l'entre-deux. On essaye d'avoir quand même un vin qui a une aromatique classique et avec derrière de la structure. C'est vraiment des vins où volontairement on vise avant tout la structure et la texture, quoi, en tant que production. Et donc effectivement ça rend d'autant plus important la dégustation tactile pour les comprendre, parce que c'est clair que nos clients, déjà il y a une marque de terroir forte et on aime bien que les gens les reconnaissent et les comprennent, mais en plus de ça ils ont très peu le repère cépage, du fait qu'on soit en assemblage, et même les monocépages,
notre Riesling, il va pas sentir le Riesling, et etc., quoi. Donc, on fait des vins qui sont quand même très spécifiques, très originaux. On va au bout de la démarche, on cherche pas à rester dans le compromis, etc. Et donc, il faut un outil puissant pour que les gens puissent le comprendre aussi. On peut pas travailler avec les outils classiques pour faire comprendre des vins qui ne le sont pas, quoi. Et on est clairement dans une démarche où, du coup, en travaillant des vins originaux, donc liés au terroir et à la vinif, disons, pour moi, si on fait ça, il faut assumer jusqu'au bout, c'est-à-dire se donner les moyens d'expliquer les vins et de les faire comprendre, quoi. Si tu les places juste dans un rayon au milieu d'autres sans clé de lecture pour les gens, impossible, quoi. Et il va acheter un truc où c'est marqué Riesling, ça goûte pas le Riesling, c'est pas la peine. Donc déjà, il faut lui donner la bonne clé de lecture, c'est-à-dire le terroir, puisque c'est ça que le vin exprime. Et ensuite, il faut lui expliquer comment ce terroir se matérialise dans le vin et qu'est-ce qu'il apporte au vin, quoi. Et très clairement, voilà, on a beaucoup les clients qui viennent, c'est des gens qui aiment bien comprendre, déguster, apprendre, qui s'y connaissent souvent déjà bien en dégustation, qui ont un référentiel, etc. Et en tant que vigneron, du coup, forcément, faut aussi avoir le niveau, disons, pour leur expliquer, pour dialoguer d'égal à égal avec un amateur pointu, quoi. Et je suis désolé, c'est peut-être méchant de le dire, mais c'est comme ça. C'est pas souvent le cas dans la région, quoi. Hein. J'ai souvent des gens qui me font la remarque, des grands amateurs de vin qui goûtent tous les terroirs, tous les week-ends, machin, etc., qui viennent et qui me disent, mais on va souvent chez un de tes collègues, il sait même pas nous expliquer le vin, quoi. Ouais. Et donc très clairement, ça nous envoie un message, c'est qu'il faut que qu'on se remette à l'humilité, hein, et qu'on dise pas c'est bon, nos vins on les connaît, et qu'on continue à travailler, à chercher de nouvelles méthodes pour les comprendre mieux, pour les expliquer mieux, pour ça, c'est vraiment quelque toujours chose découvrir, et voilà. Hein. C'est vraiment quelque chose qui m'a semblé être le cas pour les vignerons, c'est de vraiment leur apprendre à vraiment mieux connaître leur propre vin, quoi. En tant que vigneron, on a toujours l'impression de connaître son vin, mais je suis désolé, ça peut pas être le cas si on n'a pas goûté des vins plus loin, à l'étranger, dans d'autres régions, si on n'a pas goûté d'autres terroirs, si on n'a pas les outils de dégustation pour les découvrir, c'est-à-dire pas le diplôme de dégustateur qui sert juste à reconnaître les défauts, mais une vraie méthode de dégustation où on comprend les vins de terroir, etc., qui n'existait pas jusqu'à l'an dernier. Et voilà, ça fait partie de cette volonté du DU, c'est que les amateurs, ils se font leur expérience au fur et à mesure de la dégustation, et même eux, ils manquent aussi de matière, mais disons, voilà, ils goûtent souvent ailleurs, etc., mais c'est pas assez souvent le cas des vignerons. Ils ont souvent très peu de recul sur les vins. On va souvent goûter chez des gars qui disent ça c'est vraiment la finesse, l'élégance. Et tu dis mais ils ont jamais goûté un vin fin et élégant, sinon ils diraient pas ça de son vin, quoi. C'est pas possible. Il dit ça parce que c'est ça qui se vend en ce moment peut-être, mais certainement pas parce que son vin dans un référentiel mondial se goûte comme ça, quoi. Et finalement souvent on se rend compte que les gens ils tapent à côté de la plaque, et quand on essaye de vendre ce qu'on n'est pas, même si c'est dans l'air du temps ou dans le vent, ça marche pas, quoi. On n'est pas crédible. Y compris les gens qui sont pas en bio, qui essayent de vendre le côté naturel, etc. Alors bon, ça peut m'énerver parce que ils font le truc sans faire le boulot, mais même pour eux, c'est pas bon parce que les gens qui vont goûter, ils vont s'en rendre compte. Donc si les gens qui accrochent à leur discours, ils vont pas aimer les vins. Et les gens qui aimeraient les vins vont pas accrocher à leur discours. Alors comment on fait pour vendre des bouteilles comme ça, quoi? Donc voilà, donc tout ça c'est aussi c'est des outils pour faire comprendre les vins aux clients, aux dégustateurs, etc. Ça paraît évident, et je pense que beaucoup de monde va te le dire, mais moi je pense aussi que c'est des outils pour comprendre ses propres vins et le monde du vin de manière plus générale, quoi. Très clairement. Et c'est la première étape avant de vouloir faire comprendre ses vins à quelqu'un, c'est de les comprendre soi-même, quoi. Mais je pense que c'est aussi une démarche d'humilité, hein, où tout le monde dit c'est bon, tu vas pas m'expliquer qu'est-ce que c'est le Frankenstein, ça fait 55 ans que je cultive, machin, voilà. Et en fait, non, il faut se remettre en question. Hein. D'autant que on se rend bien compte aussi par la dégustation géosensorielle que y a la notion de terroir, elle passe aussi par la compréhension de ses propres sols. Clairement. Et de la structure de ces sols, parce qu'on a vraiment expérimenter le fait qu'on perçoit en bouche la structure du sol, mais vraiment, quoi. C'est clair. Que ça soit moelleux, que ça soit plus anguleux, et en fait c'est l'image du sol. En fait, c'est pour ça que je parlais de multidimensionnalité, c'est qu'en fait on a le paysage qui apparaît.
Et on est en capacité de dire que sur telle couche, tel niveau, il y a ça, ensuite il y a ça, et tu vas encore un peu profond. Là, il y a un client qui a compris ça, ou même si c'est un professionnel, un sommelier, un caviste ou autre qui a compris ça, ça devient un ambassadeur incroyable. Il est capable d'expliquer ça à ses clients. Ils ont vraiment l'image en tête. Ils comprennent le vin pour ce qu'il est, sa personnalité. Et là, c'est voilà. Après, ça coule tout seul, quoi. Il y a plus rien à faire, il y a plus rien à dire. C'est voilà. Une fois que les gens ont bien saisi le message que la parcelle leur envoie, voilà. Et c'est vrai que j'aime bien. Comme je disais, voilà, on a conscience de faire des vins spécifiques et on joue jusqu'au bout. C'est clair, on prend le temps. J'ai peut-être, parmi la centaine de clients pros avec qui on travaille, il y a peut-être 5 ou 6 qui n'étaient pas dans nos vignes, quoi. Donc ceux qui sont au Japon, États-Unis, machin, on les fait venir, on travaille avec eux, on attend, voilà, et on les fait marcher dans le terroir, etc. Et on leur explique bien que ce qu'on aimerait bien, c'est que le gars qui goûte la bouteille, il voit ce que vous voyez là dans la parcelle, quoi. Il ressent ce qu'on ressent là, voilà, ce message de cet endroit-là, c'est soit cette émotion-là que les gens ressentent en goûtant le vin, quoi. Et même, par exemple, on a fait l'an dernier, quand on avait fait avec Georges Truc cette histoire de dégustation, les pieds dans le sable et tout ça, quand il m'avait parlé de cette idée, c'était en fin d'année 2019, du coup. Et du coup, on l'avait testé chez nous, quoi. On avait cherché de la terre sur 3 de nos terroirs, les 3 les plus différents. On avait fait une petite cassette et puis on a mis les pieds dedans, on avait goûté nos vins. Et là aussi, voilà, tu redécouvres des facettes du vin et nous-mêmes, on apprend sur nos vins, quoi, avec tout ça, quoi, très clairement. Et du coup, on avait envie de faire vivre ça à nos clients aussi, parce que voilà, tu es un des lieux où on a du mal à transmettre beaucoup de choses, c'est sur les salons des vignes indépendants, parce qu'il y a quand même beaucoup de monde qui passe et le stand est petit et machin. Au salon de Paris, on a amené nos 3 caisses de nos 3 terroirs et les gens, ils étaient au milieu, le truc, 70 000 personnes dans un hall avec 1000 vignerons, Parc Expo, Porte de Versailles. Ils enlèvent les godasses, les chaussettes, ils se mettent les pieds dedans, ils goûtent les 3 vins qui vont avec, quoi. Et là, ils ont adoré, il y a un déclic qui se fait dans la tête des gens. Oui. C'est génial. Là, ça devient concret, quoi. Parce que voilà. Un truc qui me dérange dans la dégustation géosensorielle, c'est son nom. Et quand tu dis aux gens géosensoriel, ils tombent par terre. Mais tu les mets les pieds dans la terre et le verre en main, là, c'est autre chose, quoi. Il faut parler peut-être dégustation tactile. Oui, c'est ce que je fais en général. Tout simplement. C'est ce que je fais. Tout simplement. Ouais. Et vous l'utilisez dans vos fiches de dégustation, fiches techniques des vins. De plus en plus, la description des vins. Alors, on a les deux parce que, si c'est pas expliqué vraiment clairement et oralement, tu risques quand même de perdre les gens aussi. C'est clair que c'est un truc, en tant que concept, ça peut paraître d'une part un peu perché et d'autre part un peu difficile à comprendre et à appréhender. Donc je pense que ça doit avant tout se pratiquer, se sentir et pas s'expliquer comme ça en 3 phrases. Au risque de créer l'effet inverse, c'est-à-dire les gens se disent « Oulala, c'est trop compliqué », alors qu'au contraire, je trouve que c'est beaucoup plus simple. Alors ce qui est difficile, je trouve, c'est que quand tu apprends à faire la dégustation tactile, en fait, il faut apprendre à se connaître soi-même. Et quand tu es accompagné, quand on te fait mettre les pieds dans le sable, là, on perçoit beaucoup plus facilement la texture et la structure du vin. On est tout seul face avec le bandeau, la bouteille, parce que voilà, ça reste quand même un apprentissage. Mais c'est quelque chose qui se ressent. C'est du ressenti. C'est pas quelque chose qui s'apprend vraiment, c'est quelque chose qui se ressent. Oui, mais il faut apprendre à lâcher prise et se connaître soi-même et être en capacité de dire voilà ce que je ressens et surtout je fais confiance. Je me fais confiance. Et je fais confiance à mon ressenti. Et c'est ce que nous disaient les gens quand on a fait ça à Paris, où ici on avait aussi un moment les caisses au caveau, et les gens nous disaient mais moi je suis pas un spécialiste et tout. Mais justement, c'est les spécialistes, ils y arrivent pas parce qu'ils croient qu'ils savent. Et voilà. Ok. Bon, super. Je crois qu'on a... et donc très clairement, on fait des vins qui à double titre. On peut passer totalement à côté en dégustation aromatique, parce qu'on peut s'arrêter sur ces arômes qui sont différents du fait de la vinif nature. On peut passer à côté de la personnalité qui est un peu différente du fait de la marque du terroir. Et donc voilà, on fait des vins qui sont centrés sur ses touchés de bouche, ses mâches, ses salinités, ses structures acides, et donc il faut que les gens ressentent ça quand ils les goûtent, sinon ça marche pas, c'est évident, quoi. Et c'est ça qui est bien aussi avec la dégustation géosensorielle, c'est que le vin ne ment pas.
C'est Là, clair. on peut plus embrouiller les autres. Tu te fais avoir facilement, hein. Même moi, en dégustation comme ça, tu dégustes sans faire gaffe, en série, hop, on te sert un industriel, tu dis, ah ouais, c'est sympa, y a pas de souci, quoi. Et c'est souvent seulement si tu le gardes 10 minutes dans le verre, tu le reprends et tout. Voilà. Finalement, mais du premier abord, tu peux... ça reste plaisant. Tu fais pas trop gaffe, tu dégustes juste les arômes et tout, sans faire trop gaffe et tout. Tu dis, ah ouais, c'est cool ça, c'est sympa, c'est quoi? Ah ouais, quand tu vois la bouteille, il y a des trucs, et puis tu C'est sûr que dis, le ah ouais, jour où il y aura une armée de dégustateurs tactiles, on va dire ça comme ça, qui seront là pour goûter les vins, pour faire des guides, par exemple. Ouais. Là, ça va changer le public dans les guides. Ça va changer, je pense, beaucoup de Ça va changer le public choses. dans les guides, ouais. Et justement, ça va permettre de faire émerger des vignerons authentiques, conscients et en pleine... Et justement, et c'est le truc dans ces guides, c'est exactement ce que je disais tout au début, c'est des guides qui valorisent la qualité et pas la personnalité. Effectivement, les vins qu'ils choisissent, ils sont de qualité, il n'y a aucun souci, ils sont parfaits, il n'y a aucun souci, quoi. Mais c'est pas du tout des guides qui te parlent de personnalité, quoi. Donc, on le voit bien dans les... Franchement, on le voit dans les commentaires. Et c'est ça qui, moi, m'avait... C'est pour ça que je me suis intéressée à la dégustation géosensorielle, parce que je me disais, finalement, sur le même vin, on peut avoir exactement les mêmes commentaires. Et du coup, pour parler en termes de tarification de vos vins, est-ce que c'est quelque chose qui vous a permis de progressivement augmenter les clairement. prix des vins? Alors bon, nous on est un peu spécifique là-dessus parce qu'on recherche pas forcément non plus des prix gigantesques, on pourra parler de ça tout à l'heure, mais en tout cas à notre échelle et par rapport à ce qu'on recherche, clairement oui, tout à fait. Parce qu'on est sur un créneau forcément unique, je pense pas qu'on soit forcément meilleur ou moins bon qu'un autre, mais en tout cas on a notre style et les gens sont capables de le comprendre. Et donc à partir de ce moment-là, s'ils l'aiment, ils l'achètent quel que soit le prix, quoi. 80% des cas, quand j'ai des nouveaux clients pro, on goûte au caveau, etc., des restaurateurs ou des cavistes ou quoi, des importateurs différents, ou des importateurs à petite échelle, on va dire, ou des restaurateurs ou des cavistes, ils goûtent, et puis ils me disent, ouais, je me prends 24 de ça, 36 de ça, machin. Et tiens, tu peux me donner le tarif, s'il te plaît? Ils passent la commande avant d'avoir le prix, quoi. C'est justement la question suivante qui allait arriver, c'est parce que dans le monde du vin, je veux dire, le prix des vins... c'est ce que j'ai expérimenté, c'était quand même un vrai sujet, quoi. Ouais. Donc, mais je dis toujours, si tu, quelque part, si tu fais le même Riesling que ton voisin, tu as deux solutions pour le vendre. C'est soit tu le vends moins cher que lui, ou soit tu es plus dynamique et agressif commercialement que lui. Ou soit les deux. Ouais, soit tu es un bon commercial, soit tu l'es pas. Et après, si tu fais du vin, le Baumertal que tu as goûté l'autre soir, par exemple, c'est clair, c'est soit t'aimes pas. Donc le gars qui l'aime pas, je peux même essayer de lui fourguer à 2 €, il le prendra pas, parce que c'est pas possible. Un truc comme ça, si tu l'aimes pas, tu peux pas, quoi. Et celui qui l'aime, de toute façon, il trouvera pas le même ailleurs. Donc s'il le veut, il le paye et c'est tout. Non, mais moi je suis d'accord avec ça, mais ce qui est intéressant, c'est aussi ça que j'ai envie de faire émerger chez les vignerons, c'est leur faire comprendre que à partir du moment où on est plutôt sur un aspect purement personnel, l'identité de ton vin, après la question du prix, elle se négocie même plus, quoi. C'est clair. Voilà. S'il le veut, il le paye, et s'il le veut, il sait qu'il le trouvera pas ailleurs moins cher ni plus cher. Voilà, c'est tout. Là, on est assez originaux et là, ça fait vraiment le tri pour être sûr que, malgré tout, on n'ait que des clients qui soient dans l'esprit. C'est qu'on a très peu de différence entre les prix pro et particuliers, quoi. Et du coup, tu vois, le caviste qui fait ça juste pour le business et pour se dire je vais le prendre au prix cave en me faisant x2, etc., il fait demi-tour. Et celui qui vraiment veut les vins parce que ça lui plaît et qui sait les expliquer, il les prend. Il les prend. Voilà. Donc on fait le tri tout simplement. Ouais, mais c'est vachement bien. Sans avoir besoin de faire le tri. Tu vois, on fait pas le tri par le portefeuille en se disant c'est 50 €, comme ça celui qui peut se le payer il l'a et celui qui peut pas il l'a pas. Mais on fait le tri quelque part par l'état d'esprit, quoi. Si tu veux le vin pour ce qu'il est, voilà, tu le prends. Ce qui, à mon avis, est vraiment la meilleure façon de vendre ces vins, quoi. Bien sûr, après qu'ils savent les expliquer, qu'ils ont envie de les avoir, qu'ils vont pas juste essayer de les fourguer pour faire leur marge, mais qu'ils y croient. Il y a une vraie démarche. Ils les ont compris parce qu'ils sont venus ici, ils nous connaissent, voilà. Et je préfère qu'on envoie assez régulièrement des clients chez des amis, que ce soit des particuliers ou même des pros. Quand les gens voient que truc, allez chez tel collègue ou chez tel collègue. C'est pas la peine que j'essaye de vous fourguer mon truc. Si ça vous correspond pas la peine de m'acheter un petit peu par politesse et après de les avoir sur les bras, quoi. C'est aller chez tel collègue, je vous donne des adresses, vous cherchez, je comprends un peu ce que vous cherchez, vous allez chez tel collègue, vous trouvez ça.
Le gars qui cherche un prix, je sais chez qui l'envoyer. Le gars qui cherche un vin comme ci, je sais chez qui l'envoyer. Le gars qui cherche ça, je l'envoie chez l'autre. Et on a les 10-15 potes vignerons qui sont chacun dans son style. En fonction des cas, on envoie chez l'un ou chez l'autre. Et voilà. Et du coup, on n'est plus des concurrents, on est des collègues, quoi. Et chacun a sa place et c'est un cercle vertueux, quoi. On a toujours imaginé au niveau politique régional qu'il fallait absolument garder une sacro-sainte uniformité pour être sûr de rester bien unis et tout ça. Et en fait, ils confondent complètement unité et uniformité, quoi. Et pour moi, l'unité, elle passe par la diversité et pas par l'uniformité. Parce que l'uniformité, tu es tout de suite dans la notion de rapport de force. Parce que chacun tire la couverture pour que l'uniformité elle soit centrée autour de son modèle à lui. Forcément, tu vas pas prôner l'uniformité en une chose différente de ce que tu fais, quoi. Donc chacun tire la couverture à soi, et c'est comme ça que tu as les ennemis, et c'est comme ça que tu as les concurrents, parce que, comme je te disais avant, tu fais le même racing que ton voisin et tout ça. Et au contraire, si chacun assume son style, et on n'est plus des concurrents, on est au contraire, c'est des synergies, et voilà. C'est tellement simple que personne ne le comprend. Mais c'est vrai. Mais après, c'est le résultat d'une histoire collective. Hein. C'est votre câble, hein. Si tu veux voir. Depuis le départ, depuis 1784. Et toujours les foudres en bois aussi, évidemment, qui nous intéressent bien pour ce côté respirant. Je dis toujours, le monde entier du vin cherche aujourd'hui des contenants qui sont respirants mais sans donner de boisé. Alors, je trouve que les œufs en béton, les machins, les amphores, les trucs. En fait, ici, on a plus de tout, donc on a de la chance. Donc, voilà, on continue à les entretenir bien. Donc, c'est un foudre par... par cuvée. Sur certains trucs, on peut en avoir deux, mais la plupart, c'est un foudre. Depuis 2018, on a parfois deux foudres. Il y a des gros rendements par rapport à d'habitude. Voilà, ça fermente encore tranquillement. J'ai entendu. On laisse le temps à chaque vin de finir sa fermentation tranquillement. Ils sont complètement excités depuis 15 jours. Ouais. Encore des 18 en fermentation, notamment celui-là, il est à fond. Encore des 2018 en fermentation ? Ouais. Waouh. Tout doux, et là, depuis, je sais pas, 3 semaines, un mois, là, il est à fond celui-là, je pense qu'il va avoir fini d'un coup. Il se réveille. Ouais. Il se réveille. C'est vos petits qui se réveillent, là. C'est ça. Ouais, c'est ça. Je sais pas pourquoi non, mais... J'aurais préféré qu'il soit fini avant pour pouvoir les embouteiller avant que l'autre petit se réveille. Mais bon, du coup, on va faire un embouteillage. On a embouteillé quelques-uns, on fait plusieurs mises par an pour s'adapter à chaque vin. Donc on a embouteillé quelques-uns en début juin, là, et on fera une autre partie fin août avant les vendanges. Et après une partie qu'on laissera pour... Vous avez la place d'accueillir la prochaine vendange ? Ouais, ça on a en fait pratiquement 3 fois le volume de cuverie par rapport à la récolte, 2 fois et demi à peu près. Donc ça me permet, on a derrière une petite cuverie inox, on se sert normalement pour les débourbages, les soutirages avant mise et tout ça, mais on peut aussi stocker ou élever des trucs. Donc ici par exemple il fait... ça reste assez frais en été, là-bas ça réchauffe un peu, l'inverse en hiver ça se rafraîchit là-bas, ça réchauffe, donc on a le choix de mettre le vin au frais, au chaud, on a le choix inox foudre, on a le choix de laisser plus qu'un an en élevage, donc on est assez confort de ce côté-là, quoi. Et donc ça c'est le caveau de dégustation, donc c'est la suite de la dégustation sur les prix, comment on fonctionne. on a mis nos thèmes fondamentaux, ou ce qu'on pense qui est important. C'est de ne pas être limité en termes de main-d'œuvre, c'est-à-dire tout faire à la main de manière la plus précise possible, quasiment pas mécaniser, etc. Et voilà, à la main à fond. Donc ça, on a investi sans calculer combien ça coûte, on met le nombre de personnes qu'il faut, et voilà. Et la deuxième chose, c'est les rendements, où on laisse la vigne produire ce qu'elle nous produit à chaque endroit. C'est-à-dire on travaille sans objectif de rendement, donc chaque vigne... donc on fait 0 fertilisation, rien du tout, et donc chaque vigne en fait a la vigueur qui est adaptée à ce que le sol peut fournir, et donc la quantité de raisin aussi adaptée à ce que le sol fournit. Vous respectez le cycle de la vigne complètement. Donc on a des zones, le Boumertal notamment, c'est de la caille, c'est hyper léger, c'est hyper pauvre, c'est 15 hecto-hectares, ça nous va très bien, on n'a pas envie d'en faire 20 ou 25, parce que 15 c'est ce qui fonctionne là-bas. Et après on a des zones sur les bas des coteaux, des sols profonds, des choses comme ça. Là, on est à 70 et on n'a pas du tout envie de le baisser à 50 ou quoi que ce soit. C'est ce qui fonctionne là-bas, quoi. Et donc ça, on a envie de le laisser, de travailler, disons, le côté
économique, il ne doit pas se gérer par rapport au rendement, mais par rapport à la valorisation. Donc, voilà. Donc les rendements, on laisse faire ce qui se fait. C'est le modèle qui devrait exister partout. Et ça devrait être normal, je ne comprends pas pourquoi c'est pas normal, mais... Non, mais si, c'est normal. C'est ça qui... Et donc voilà, donc ça c'est vraiment cet aspect main-d'œuvre et rendement. Donc là on fait tout ce qu'il faut. Et après sur le reste, au contraire, on n'a pas de grosses, tu vois, c'est des bouteilles toutes simples. Hein, on n'a pas les bouteilles lourdes, grosses, costauds. C'est des étiquettes toutes simples, en papier léger, machin. Le caveau de dégustation hyper simple, c'est pas le truc flambant neuf, énorme, machin. Tout le reste, c'est hyper simple parce que ça nous intéresse pas. Et donc, ça permet en fait d'être vraiment d'aller au bout sur les points qui nous semblent importants, mais sans se retrouver sur du 30, 40, 50 euros. Quoi. Donc, c'est-à-dire, on est globalement entre 10 et 18 euros si on a 95% des vins qu'on produit. Quoi. Ouais, bah c'est... en prix tout public et du coup en pro pas beaucoup moins cher. Donc finalement le prix moyen... Et pro y compris export, vous avez un seul tarif pro? Ouais, on fait le même tarif pro pour tout. Donc on est très très mauvais d'un point de vue structuration, machin et tout ça. Mais voilà, on fonctionne comme dit, ceux qui veulent vraiment les vins, ils les prennent et ça fait le tri quelque part. Quoi, et voilà. Bah c'est une belle démarche. Et vous allez au bout et vous restez vous-même. Et c'est ça le but. C'est ça le but et je pense que les gens le savent. Et le plus fou, c'est en fait quand je me suis installé pour la petite histoire en 2009. Donc j'ai fait les marches à la chambre d'agriculture et tout le truc. Et ils m'ont dit la surface là et les rendements là, ça sera pas viable donc faut pas s'installer. Quoi. Enfin, ils ont carrément refusé le projet. Ils m'ont dit il faut pas s'installer. Quoi. Et du coup, moi, je partais vraiment dans le truc idéaliste, quoi. Je me suis dit, tant pis, bon, si je gagne pas d'argent ou quoi, mais j'ai vraiment envie de faire ça, c'est comme ça que je me ferai plaisir, donc tant pis, je le fais quand même. Vous avez le modèle économique du 21e siècle, non, mais c'est celui qui va fonctionner pour tout. Hein. Je pense que, moi, personnellement, c'est comme ça que je vois. En tout cas, alors je pense pas forcément que ça sera le modèle général, mais en tout cas, ça sera un des deux créneaux. Quoi. Le modèle pour des vignerons artisans de votre taille, quoi. C'est ça. Une certaine taille. C'est ça. Et après, tout dépend des marchés aussi qui vont être... qui sont aussi... après, tout dépend de la stratégie commerciale. C'est toujours pareil. Hein, c'est sûr. C'est sûr. Donc là, c'est tout naturellement en 18. Okay. Là, je vais te montrer la carte des terroirs aussi. Tiens, si déjà on parle de ça. Dessinée par Mathilde. C'est celle qui est sur votre site? Ouais. Elle est vachement bien faite. Hein. Extra. Alors, la carte de nos terroirs, je pourrais te la filer aussi. Hein, ça représente exactement ce qu'on disait. Donc, nos parcelles, c'est tout ce qui est en vert foncé. Ok. Et du coup, ce qu'on goûte là, le tout naturellement, c'est la partie qui est autour du village, ici et un petit peu là-bas. Donc ça veut dire que c'est ce qui est sur la partie basse des coteaux. Okay. Donc tout ce qui est au-dessus là, c'est un gros bloc de granit. Et donc dans les parties plus plates, tu as encore les éboulis de ces granites. Hein, donc tu restes sur du granit. Mais par contre, en dessous, il y a beaucoup plus de profondeur de sol. Donc en dessous, tu as des limons, des argiles, donc des sols très riches, très fertiles. Et là-dessus, on fait plutôt le vin de fruits, de gourmandise, qui va être moins sur les structures minérales, mais beaucoup plus sur le fruit. Et donc là, en fait, tu as l'explication des six types de terroirs qu'on propose, quoi. Dont deux, les Frankenstein et les Dambar, qu'on propose en monocépage et en assemblage, et les autres, on est à 100% en assemblage. Super, c'est une très belle idée, cette affiche-là. C'est vachement bien fait, c'est vachement parlant, c'est top. Hein. Si tout le monde faisait ça, si tous les vignerons avaient la même chose, c'est vrai. Comme dit, on est vraiment dans cette... Mais il y a le groupe jeune qui travaille sur une cartographie. Ouais. Des lieux-dits revendiqués sur toute l'Alsace, donc ça va aboutir un jour, je l'espère. Le groupe jeune, c'est du Sadira. Globalement, on est vraiment sur cette notion de pédagogie pour ces vins-là, et donc on essaye d'utiliser tous les outils possibles, la visualisation des terroirs comme ça en est une, la dégustation géosensorielle une autre, le fait de toucher les pierres une autre. On essaye de faire passer le message de tous les moyens possibles. Donc là on perçoit vraiment beaucoup d'ampleur dans ce vin. Ouais, c'est ça. Là ça remplit un peu la langue,
Et c'est assez juteux, hein. C'est des textures qui sont très aimables. Bon, il y a des petits amers quand même en fin de bouche, mais globalement, c'est quand même des textures relativement rondes, crémeuses. Hein. On fait aussi des monocépages sur ces sols-là qu'on appelle d'Ambar-la-Ville, où là on est allé au bout de l'idée parce que le dossier est quand même en cours depuis 30 ans sur les différents cépages. Donc on a dit maintenant, tant pis, on marque d'Ambar-la-Ville et voilà. On verra s'ils viennent. Mais sur l'assemblage, c'est quand même un peu borderline parce que c'est pas trop dans les tuyaux, dans les dossiers, etc. Donc on l'a appelé granit. Et du coup, c'est les coteaux au-dessus du village. En fait, il y a plusieurs coteaux, plusieurs petites collines. Et il y a 4 zones qui sont exposées au sud, qui sont tirées là en violet. Ça, c'est le grand cru Frankenstein. Donc c'est le seul grand cru d'Alsace à être en 4 morceaux, hein, tout simplement, parce que c'est un gros bloc de granit uniforme, donc le sol est exactement le même. Et il y a à chaque fois donc des expositions, ça passe nord, est, sud. Et donc c'est uniquement les suds qui ont été classés, mais ils ont fait un seul grand cru parce que c'était vraiment même exposition, même sol, même caractère. Et entre ces zones-là, il y a des parties qui sont exposées vers l'est, sur les mêmes sols que le grand cru, donc sur les granites. Et c'est ça qu'on appelle granit ou d'Ambar-la-Ville, idéalement. Et là, on n'a pas du tout la même texture en bouche. Complètement différent. Beaucoup plus centré, plus tendu. Hein. Tu ne travailles pas du tout sur le tour de la bouche. Ça reste vraiment c'est très vertical au milieu de la langue. Là. Et la granulométrie est différente aussi. C'est vraiment... tu sens le grain un peu rugueux, un peu austère. Hein. Ça fait pas mal saliver en fin de bouche. Hein. L'autre faisait moins saliver. Il était appétant par son côté juteux, mais tu n'avais pas la salivation de la minéralité, alors que là, tu l'as plus. Et tu as ce côté un peu angulaire, un peu austère, un peu... qui te travaille un peu sur la langue. Quand tu dis angulaire, tu le décris comment ? J'imagine vraiment la forme d'un... C'est ça, hein, c'est ce côté abrasif, angulaire. Voilà. Sur l'autre, t'as l'impression qu'on a pris ça et qu'on a pris une lime, on l'a un peu poli, on l'a un peu arrondi, et du coup il est plus aimable, un peu plus crémeux, un peu plus là. Alors que là, t'as vraiment ce côté un peu saillant comme ça, un peu pointu. Et j'imagine des cristaux assez gros comme ça en bouche. Hein. Je trouve que la granulométrie est assez épaisse et angulaire, austère, et ça donne ces sensations cristallines. Parce qu'il y a aussi cette notion d'aérien. Je trouve en termes d'énergie, c'est un vin qui est dynamique. L'autre était plus posé. Et là, on est vraiment dans le dynamisme. Il sautille sur la langue. C'est pas un vin qui est posé. Hein. Il sautille sur la langue, il virevolte, il est aérien. Et ça donne vraiment cette sensation cristalline, quoi. Hein. T'as l'impression que c'est tellement fluide. Il n'y a pas d'épaisseur dans le vin lui-même, quoi. La seule texture que t'as, c'est les cristaux, les sels minéraux. Mais derrière, t'as l'impression que c'est de l'eau avec du sel, quoi. Hein. C'est vraiment, t'as une fluidité derrière. Et puis dessus, t'as les minéraux qui sautent, qui sont un peu austères, qui te font saliver, voilà. Mais plus on pratique, et plus en fait, dans ces notions, par rapport à la fiche assez complexe qu'on avait fait sur 36 éléments, en fait c'est beaucoup la forme du grain que tu as l'impression de ressentir en bouche. Est-ce que c'est rond, est-ce que c'est pointu, est-ce que c'est angulaire, est-ce que c'est etc. Et le lieu de salivation, quoi. Là où ça se passe, là où tu ressens l'acidité et la salinité, quoi. Et au quotidien, pour expliquer à quelqu'un qui vient à la cave, tu dis, voilà, le précédent était un peu plus large, et souvent je mime en fait les vins. Mais en fait, c'est ça. Tu vois, finalement, on devrait le précédent, il faisait ça, il te couvrait la langue comme ça, et celui-là, il fait ça, comme ça à la fin, quoi. Il y a un des apprenants qui est avec nous, là, Hervé, qui a dessiné les dynamiques des vins, et c'est génial, parce qu'on visualise... Oui. Vraiment comment le vin se comporte en bouche au début, au milieu et à la fin, quoi. J'ai tendance à mimer, tu vois, les gens au caveau qui sont là, ah ouais, non, on sent pas trop et tout, et je dis, mais vous remarquez pas, celui d'avant c'était ça, et celui-là c'est ça. Je dis, ah bah oui, c'est ça. Ouais. Voilà, maintenant vous avez compris. Ich weiß nicht, ob das offen ist, aber wir gehen trotzdem. Trop bien. Alors, Frankenstein, on est en rupture de stock de l'assemblage. Donc, on a le Pinot Gris. Okay. Enfin bon, on a Riesling Pinot Gris et Gewürz Pinot Noir, mais on va goûter le Pinot Gris. Il est excellent, le Pinot Gris. Hein. Ah, sinon, on a des informations non, pour l'instant... Ils appellent comment le monsieur?